Fédération culturelle canadienne-française donc vous souhaite la bienvenue. Il est 9h à Vancouver, 10h à Whitehorse et à Edmonton, 11h à Saskatoon et à Winnipeg, midi à Toronto, Ottawa et à Montréal. Il est 13h à Moncton et à Halifax et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Drolet, coordinatrice pôle culturel du DJ Hub de Shawinigan. Le DJ Hub de Shawinigan est un incubateur accélérateur qui pilote un pôle d'expertise dédié au patrimoine et à la muséologie numérique. Au fil des ans, le DJ Hub a développé de nombreux partenariats et projets de laboratoires vivants avec le milieu culturel francophone partout au Canada et même à l'international. Cette collaboration permet au milieu culturel d'explorer le numérique et aux entreprises numériques de mieux comprendre la réalité des organismes culturels. Le projet Muséolab avec le musée Pop de Trois-Rivières et de même que le partenariat avec le musée acadien de l'université de Moncton et le centre franco-ontarien de folklore s'inscrivent dans cette orientation. On va donc parler patrimoine et muséologie numérique aujourd'hui. Avant d'accueillir Claudine Drolet sur notre petite scène du Café Culture, je veux juste donner quelques fonctionnalités si vous êtes des nouveaux arrivants sur Air Ouverte. Déjà, pour vous déplacer, il faut utiliser les flèches de votre clavier. Donc, c'est pas avec la souris. Donc, c'est vraiment avec les petites flèches pour déplacer votre avatar. Cette conférence, nous la souhaitons ouverte et vivante, c'est-à-dire que évidemment, Claudine va balayer un certain nombre de sujets et ça va soulever chez vous des questions, des envies d'échanger. Et alors, on va donc vous inviter à vous approcher de la scène et vous placer devant ces micros pour avoir cette option de porte-voix afin de partager votre question auprès du plus grand nombre et que Claudine puisse y répondre. Donc, déplacez votre avatar avec les petites flèches. Si votre avatar est vraiment timide, vous pouvez utiliser le chat et écrire les questions. Je me ferai un plaisir de les relayer. Alors, allons-y. Claudine, je t'invite à me rejoindre sur scène. Et voilà, vous devriez m'entendre. Ça fonctionne bien? Oui. Vous maîtrisez la technique. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vois Jeanne Mance, à qui je dis bonjour. Émilie, Camille aussi, que je connais. Peut-être parmi vous, d'autres personnes que je connais, mais dont le datar ne porte pas un nom familier ce matin, ce midi déjà. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous pour vous partager nos projets qu'on fait au DigiHub. Sven a fait un bon tour d'horizon de ce qu'on est. Je vais me lancer avec un peu plus, évidemment, de chair autour de l'os. Donc, je vais vous partager sans plus tarder mon écran maintenant que je maîtrise la bête. Voici. Je vais mettre en mode diaporama pour vous, là, ça va être plus agréable. Donc, est-ce que l'écran est bien comme il faut sur le diaporama? Est-ce que ça fonctionne? Oui, absolument. Parfait, merveilleux, excellent, juste pour être certaine. Donc, DigiHub, votre collaborateur atypique pour vos projets numériques, c'est notre signature ici au DigiHub numérique au service de la culture, du tourisme aussi également, de projets en tourisme. Ça, c'est chez nous, en fait, à Shawinigan. Donc, vous voyez, une ancienne usine textile dont nous occupons tout le 2e étage. On a de l'espace chez nous pour créer, réfléchir ensemble, espace de collaboration, de coworking, espace de bureau, espace créatif aussi. Donc, le DigiHub, on est un incubateur d'entreprises numériques. On offre de l'accompagnement des locaux du coworking. En tout, il y a environ 40 entreprises qui gravitent autour de notre écosystème, que ce soit physiquement chez nous, mais on fait aussi de l'incubation virtuelle pour des entreprises de l'extérieur de la région et même du pays et même de la province aussi. Et avec tout ce qui a été mis en place chez nous, on a fait de Shawinigan le 3e pôle en numérique au Québec. Donc, on est assez fiers de ce fait, sachant que Shawinigan est une ville de 50 000 habitants. 2 pôles d'expertise sont vraiment nés au sein du DigiHub, patrimoine et muséologie numérique, qui est l'essentiel de mon sujet aujourd'hui. Mais on travaille aussi tout ce qui est divertissement numérique, que je lis au secteur culturel et tourisme de façon plus large. C'était le titre initial de ce pôle d'expertise qui va être appelé à changer pour représenter davantage ce qu'on fait. Donc, on fait de l'accompagnement du milieu culturel dans son virage numérique.
et on pilote plusieurs laboratoires vivants. Ça va être entre autres des sujets que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, 3 laboratoires vivants qui font partie de notre pôle d'expertise. On fait de l'accompagnement, réalisation de projets, de la formation et des partenariats avec la francophonie canadienne et internationale. D'ailleurs, il y a Jeanne Mance avec qui on travaille du côté de Moncton qui est là aujourd'hui. Je suis contente de te voir. Projet Muséolab. Sven en a parlé quelques minutes. Le projet Muséolab, c'est un partenariat avec le Musée Pop à Trois-Rivières, que vous voyez ici, Musée de la culture populaire du Québec. Donc, l'idée de ce laboratoire vivant, c'est d'explorer des technologies en milieu muséal pour répondre aux besoins du musée, mais répondre aux besoins des musées. Donc, on peut travailler avec des objectifs qui sont représentatifs de plusieurs institutions. Et ça permet à nos entreprises du DGHub d'explorer des outils, de peaufiner leurs produits en milieu réel, de s'assurer que ça répond vraiment aux besoins du musée. Puis ça vient aussi de la volonté de l'équipe du Musée Pop, de la direction, de tisser des partenariats, de mieux outiller son équipe aussi face au virage numérique, de réfléchir autrement à l'innovation. Donc, ce projet Muséolab, dont le financement est terminé pour l'instant, mon travail à Mouture 2, a été financé par le MEI, piloté sur 3 ans par nous au DGHub. Et à partir d'ici, Sven, j'aurais envie de vous partager mon petit vidéo sur l'expérience Muséolab pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça se passe. Ok, parfait. Alors, c'est à moi de partager mon écran. Juste 2 secondes. Mais Sven, tu nous réconfortes tous présentement. Oh oui. Est-ce que tu veux que je poursuive le temps que tu continues de... Oui, s'il te plaît. Ça va Oui. faire plaisir. On aura une surprise par la suite. Donc, comme je le mentionnais, je vais revenir à ma présentation de conférence ici. Voilà. Donc, la façon dont on fonctionne au niveau du Muséolab, qui est un laboratoire vivant, c'est qu'on travaille à partir des défis et des enjeux présentés par le musée. Et nos entreprises du pôle d'expertise, il y en a 18, vont proposer des solutions à ces enjeux-là ou des avenues à explorer. Donc, on a fait 4 appels à projets sur 3 ans et demi, dont un qui était vraiment lié au contexte de COVID-19. Et les prototypes ont ensuite été réalisés en collaboration avec l'équipe du Musée Pop, testés en conditions réelles, puis dans l'objectif de les améliorer, de les modifier pour que ça réponde bien aux besoins. Je donne quelques exemples de défis sur lesquels on a travaillé au cours de ces 3 années. Défis que certains d'entre vous partagez sans aucun doute, et c'est un peu l'objectif aussi de choisir ces défis. Favoriser l'appropriation du musée par la communauté locale, hein, c'est quelque chose qui est très présent dans la plupart des institutions muséales. La clientèle est souvent touristique, beaucoup plus que locale. Rendre la collection du Musée Pop accessible autrement que par des expositions. C'est vrai pour plusieurs institutions, mais particulièrement au Musée Pop, qui a une collection de 100 000 objets. Et évidemment, on n'a pas l'espace pour tout exposer, ces objets-là. Donc, comment on les rend vivants, accessibles, qu'on les utilise dans le cadre du musée avec d'autres types d'outils. Améliorer l'expérience d'accueil. Pour le Musée Pop, si vous êtes déjà allé dans cet établissement-là, c'est une entrée qui est très, très grande. Un hall d'entrée qui est très imposant avec des plafonds très hauts là, sur des étages. En fait, on est dans une aire ouverte, justement, jusqu'au toit. Et ça fait quelque chose qui est un peu froid. Le lieu est utilisé pour accueillir des événements, donc on ne veut pas remplir l'espace, mais des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment se diriger. Donc, c'était un enjeu qui était présent du côté du Musée Pop, qui l'est sans doute peut-être du côté d'autres institutions pour des raisons, entre autres, peut-être de pénurie de main-d'œuvre, hein, quand on a moins de gens à l'accueil, comment on dynamise cet aspect-là. Intégrer une approche de développement durable au musée dans tous les secteurs. Je vous dirais que celui-ci, malheureusement, on ne l'a pas encore exploré. C'est dans ma manche pour les prochains projets, mais ça ne fait pas partie de ceux qui ont été explorés jusqu'à présent, mais ça faisait partie des défis qui ont été présentés aux entreprises. Et offrir une expérience de visite différente, donc sortir des pratiques muséales actuelles. Sven, si jamais tu réussis à... Je serai prêt. On va essayer. Moment de solitude, prise 2. On va réessayer ça. Excellent.
Le Muséolab, c'est un des projets phares du DigiHub. C'est un laboratoire vivant qui se fait en collaboration avec notre partenaire, le Musée Pop. Et tout l'apprentissage qu'on fait avec nos prototypes dans le cadre du projet Muséolab, ça va au bénéfice de l'entièreté de la communauté muséale, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'étranger, dont en France, avec qui nous collaborons présentement. L'objectif, c'est de permettre aux entreprises du DigiHub de tester, de développer des outils qui répondent aux enjeux du secteur muséal. Ça nous permet d'avoir accès à des startups qui ont une toute autre capacité créative, d'innovation. Ça vient bousculer notre culture à l'interne. Donc, ça nous permet nous-mêmes d'être créatifs. Ça nous a permis vraiment, en tant que musée, de s'ouvrir. C'est surtout quelque chose qui est très enrichissant pour le visiteur, parce qu'on le fait toujours en ayant en tête le besoin du visiteur, continuer à l'émerveiller, continuer à lui faire découvrir des nouvelles façons de faire, continuer à lui faire découvrir la muséologie autrement, et nous, comme institution, d'être en avant de la parade dans les nouvelles façons de faire en muséologie au Québec. Un processus comme le Muséolab, ça nous permet d'expérimenter des nouveaux concepts, des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire dans un contexte entreprise-client. Donc, d'aller pousser plus loin, prendre des risques. Ça nous permet aussi d'explorer des nouvelles façons de faire qui ne sont pas nécessairement utilisées partout. Alors, un projet comme ça nous permet aussi d'interagir avec le musée, donc de faire des tests avec le public, aussi d'avoir leur feedback par rapport à ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui va devoir être amélioré, puis de faire ces tests-là dans un contexte réel et pas théorique. Merci, Sven, du partage. Je vais arrêter le partage, c'est bon? Super. Tout à fait. Moi, je vais poursuivre le mien de mon côté. Donc, les défis sur lesquels on a travaillé, puis les défis COVID-19 auxquels vous avez sans doute été confrontés dans vos institutions respectives. Comment proposer une alternative numérique pour les visites scolaires quand tout a fermé, que tout le monde était à la maison, que les visites n'étaient pas permises, puis même parfois les enfants étaient à la maison. Comment on navigue dans tout ça? Heureusement, j'ai envie de dire c'est chose du passé, mais ces alternatives numériques-là peuvent être très utiles pour les visites à distance qui représentent le développement de nouvelles clientèles. Ça, c'est intéressant aussi. La deuxième question est moins d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un enjeu très présent. Comment favoriser la distanciation physique lors des visites? Monétiser les expériences muséales virtuelles, ça reste très présent dans les réflexions encore aujourd'hui. Et proposer une expérience interactive sans contact. On ne voulait pas que les gens manipulent tout, donc comment réfléchir au sans contact. Voici quelques exemples de nos prototypes qui ont été développés dans le cadre du Muséolab. CultureGo, qui est une application web de parcours qui est maintenant, qui n'est plus un prototype, qui est utilisé par plusieurs un peu partout au Canada et même on commence à travailler à l'extérieur du pays aussi. Projecteur holographique, des animations en réalité augmentée. On a travaillé aussi là, avec CultureGo. Si vous souhaitez l'essayer, le code QR fonctionne. En principe, à moins qu'il m'ait joué un vilain tour et qu'il ait modifié l'accès depuis. Mais en principe, vous devriez voir l'animation modélisation 3D qui vous voyez un petit peu plus haut. Là. Vous devriez la voir s'animer dans le code QR. La pièce qu'on voit, là, c'est la pièce qui est dans l'entrée du musée Pop, le marche à terre. Évidemment, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de grange, il n'y a pas de tout ce qui entoure la pièce. Et l'idée de la modélisation, c'était de recréer l'usage du marche-terre, à quoi ça sert. Donc, on a tout recréé l'environnement pour faire cette animation-là dans le cadre du Muséolab. On a également développé Expérience, qui était une plateforme pédagogique. En fait, on voulait offrir aux enseignants une pré-visite, une post-visite, des activités en classe à faire. Et avec la possibilité de faire une visite virtuelle dans tout ça, il y avait même un volet réalité augmentée qui pouvait être fait en classe là, dans ce projet-là qui avait certaines lacunes, mais c'était un prototype. Donc, voilà. Expérience interactive sans contact, Take It Away, pour répondre aux enjeux COVID-19. On travaillait avec la reconnaissance vocale et une plateforme de jeu où, avec les réponses qu'on donnait aux questions dans l'exposition permanente du Musée Pop sur la culture populaire, on nous disait à quel personnage historique on ressemblait. Donc, tu es comme Jeanne Mance parce que tu es courageux, par exemple. Donc, une espèce de psychopop, mais qui permettait de transmettre des informations sur l'histoire du Québec du même coup, avec un côté très ludique. Notre deuxième laboratoire, c'est celui avec le Salon du livre de Trois-Rivières, projet qui se termine en mars prochain, financé par le Conseil des arts du Canada. Donc, ce sont des enveloppes qui sont peut-être plus familières pour vous, auxquelles vous avez accès également.
4 prototypes qui sont issus de ce projet. Les enjeux sur lesquels on a travaillé sont un peu différents. Donc, on travaillait beaucoup sur la réflexion par rapport au public jeunes adultes entre 18 et 30 ans et qui est très peu présent au Salon du Livre. Donc, on a la clientèle jeunesse qui est très forte avec les groupes scolaires. On a la clientèle adulte avec les baby boomers qui est très, très, très présente et les retraités. Puis, les adultes un peu plus vieux, dans lesquels je fais partie, qui ont des enfants, qui viennent avec leurs enfants. Mais il y a comme un trou entre 18 et 30, donc c'est une préoccupation pour le Salon du Livre d'aller chercher cette clientèle-là pour s'assurer de la mobiliser pour les années à venir aussi. Donc, les nouvelles technologies étaient une des avenues pour susciter cet intérêt-là. Attirer les non-publics du Salon du Livre qui sont des lecteurs de livres. Souvent, les gens qui sont lecteurs n'ont pas toujours l'intérêt d'aller au Salon du Livre, ils voient moins la pertinence, ils vont aller à la librairie chercher leurs ouvrages. Donc, comment on les intéresse aux activités du Salon du Livre? Est-ce que les outils technologiques sont une porte d'entrée pour ça? Le faire vivre, ce salon-là, en dehors des 4 jours de l'événement. Il y a 4 jours d'événement par année. Comment on le fait vivre autrement? Comment on le garde en pensée dans l'esprit des gens? Et on avait la question des métadonnées qu'on n'a pas mis en place pour des questions de logistique parce que c'est complexe, c'était un projet régional. Puis pour ceux qui ont travaillé avec les données parmi vous, là, c'est pas si simple. Donc, c'est quelque chose qu'on a écarté, mais qui était présent en début de projet. Les prototypes qui ont été ressortis de tout ça, Reliure, que vous avez pu tester et vous pourrez tester à nouveau dans le cadre du prochain Salon du Livre. C'est une application web pour favoriser la découvrabilité des auteurs d'ici. Évidemment, dans le cadre du Salon du Livre de Trois-Rivières, c'était axé sur les auteurs québécois, mais Magie. En fait, on peut ajouter autant de contenu qu'on veut. Donc, en contexte francophonie canadienne, on pourrait mettre des auteurs canadiens aussi, là, comme je pense à Chloé La Duchesse du côté de Sudbury, par exemple. Donc, ça permet aux visiteurs de se créer un personnage qui est lié à leurs préférences littéraires. Ça incite ensuite l'utilisateur à visiter les kiosques. Donc, par exemple, si tu choisis certains types de catégories, on va te faire des suggestions littéraires et tu peux trouver ce livre-là au kiosque dans telle rangée. Donc, on veut que les gens découvrent des ouvrages vers lesquels ils ne seraient peut-être pas allés, mais qui vont être des belles richesses pour eux. Chapitre audio, c'est un projet qu'on a mené en contexte pandémique, mais qui a connu un super beau succès. Donc, des parcours audio où on écoute des capsules avec des auteurs qui nous racontent leur démarche, des extraits de leurs ouvrages. La première année, on y est allé sur 1 mois avant l'événement, donc on vivait en dehors des 4 jours de l'événement. Et en 2021, le Salon du Livre a été uniquement en virtuel. Donc, on a créé des parcours urbains dans le centre-ville à Trois-Rivières où les gens allaient prendre une marche. Si on se replonge en mars 2021, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Donc, avec des affiches, des codes QR qui étaient présents, les gens pouvaient écouter ces extraits sonores-là pendant leur marche et s'abonner. Donc, chaque semaine, il y avait des nouveaux extraits qui étaient ajoutés. Donc, moi, sur mon téléphone, je m'étais abonnée et le lundi matin, je recevais mon texto avec un nouvel extrait dans la catégorie à laquelle je m'étais abonnée. Ça a vraiment fonctionné. Les gens ont été vraiment intéressés par ça. 1700 visites pour cette année-là. Temps d'écoute moyen de 3 minutes 45. Donc, les gens écoutaient les capsules au complet. Et il y en a qui ont acheté des livres suite à ça parce qu'ils ont découvert des livres. Je plaide coupable, ça fonctionnait très, très bien avec moi. Mais c'était un peu des objectifs de faire découvrir ces nouveaux auteurs-là. Et ça a été notamment repris sur la Côte-Nord, en Abitibi, ce chapitre audio. Présentement, on travaille un projet en géolocalisation à l'intérieur du Salon du Livre, donc le fameux Google Maps, mais intérieur, si on veut, pour les besoins du salon. Ça peut être super intéressant pour repérer les kiosques, entre autres. Et on travaille une installation immersive qui va venir en mars prochain. Je ne vais pas vous vendre trop de punch encore pour ce projet-là. Il faudra venir nous visiter en mars. C'est vraiment un projet intéressant qui s'en vient. Finalement, notre 3e laboratoire avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, dans ce cas-ci, c'est aussi financé par le Conseil des arts du Canada, donc une autre enveloppe là, à laquelle vous êtes admissible. On a exploré la réalité virtuelle pour découvrir et manipuler virtuellement donc, les outils de l'orchestre, les instruments de l'orchestre. J'ai utilisé outils, mais c'est instruments que j'aurais dû mettre. Instruments de l'orchestre. En fait, vraiment avec le casque, on se promène dans un univers imaginé pour l'orchestre symphonique. Puis, on voit un violon, par exemple. On peut le tourner, voir comment c'est fait, comment c'est conçu et entendre le son, où est-ce que c'est placé dans l'orchestre. C'est un petit peu notre objectif avec ce projet-là, vraiment un projet pédagogique aussi.
Et il y avait un volet de contenu au niveau de l'œuvre de Maurice Ravel qui se racontait un peu dans cette expérience-là. Nos collaborations avec la francophonie, on en a plusieurs projets qui sont en cours. Entre autres, Sven en a parlé avec la Muséolab en francophonie canadienne, avec le Centre franco-ontarien de folklore et le Musée acadien de l'Université de Moncton, où on explore un projet d'exposition conjointe avec le Musée Pop sur la femme et l'agriculture dans nos 3 provinces respectives. Mais également avec le DigiHub, ce qu'on a fait, c'est tester différents outils numériques pour le Musée acadien, pour le Centre franco-ontarien, à la lumière de ce qu'on a développé au Muséolab puis notre expertise, de dire pour tel projet, est-ce que tu voudrais tester tel type d'outils, de les accompagner un petit peu dans cette réflexion? Ça fait partie de ce projet. On a un partenariat avec la ville de Cannes en France, l'incubateur Bastide Rouge et l'Université Côte d'Azur pour l'exploration numérique de tout ce qui est en créativité. Et finalement, on a un partenariat avec la plantation Laura en Louisiane, donc dans le milieu francophone aux États-Unis aussi, là, dans la même veine, pour explorer les outils numériques, voir comment on peut les soutenir dans leur découverte. Donc, le DigiHub, je le disais, on fait aussi de la formation, de l'accompagnement et la réalisation de projets. Donc, pour réfléchir, peaufiner les projets numériques en amont de la réalisation, de l'appui pour des demandes de subventions, de la formation en virage numérique pour les organismes culturels, touristiques, puis finalement de la réalisation de projets de médiation ou autres avec nos entreprises du pôle d'expertise. Donc, on fait tout ça, mais c'est toujours mes beaux projets de partenariat de laboratoire là, qui me passionnent et je pense que ça intéresse beaucoup les gens à ces avenues de développement et de partenariat. Donc, je vous ai fait un beau résumé en 30 minutes. J'ai envie de vous entendre, en fait, si vous avez des questions pour qu'on puisse élaborer ou réfléchir ensemble sur ces questions numériques. Merci, merci Claudine. Et désolé pour le petit pépin technique de la vidéo tantôt. Ouais, c'est un sacré concentré. C'est tout un tour de force de ramener ça 30 minutes. J'invite donc le public à se rapprocher des micros pour poser la question à l'ensemble, pour qu'on puisse vous entendre. Si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes connecté avec votre iPad, par exemple, vous pouvez utiliser les petites bulles du chat pour poser votre question. Ça me fera un plaisir de la relayer. Moi, je voudrais déjà commencer par quand le projet qui est amorcé avec le musée acadien de l'Université de Moncton. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Il y a 2 volets à ce projet-là. Qui est en collaboration aussi avec le Centre franco-ontarien. Donc, c'est vraiment quadripartite avec le Musée Pop. Donc, 4 partenaires. Puis, Jeanne-Mance, si jamais tu veux compléter ou me contredire, tu es bienvenue. Donc, en gros, c'est... Merci, Jeanne-Mance. En gros, le projet de la collaboration, on est à notre 3e année. L'idée, c'était de voir un petit peu comment ces musées qui sont plus petits quand même que le Musée Pop, qui ont peut-être moins de soutien au niveau des subventions. Là, on ne se cachera pas qu'avec le ministère de la Culture au Québec, on est choyé. Quand on est en francophonie canadienne, on n'a peut-être pas ce même soutien financier-là pour les projets. Donc, grâce aux avancées que nous, on a fait, puis à la réflexion qu'on a fait avec le Muséolab, on avait accès à des outils à peut-être moindre coût dans certains cas. Je pense entre autres à CultureGo, qui est une application web. Développer une application web, là, c'est 150 000 $, mais grâce au développement qu'on a fait, nous, c'est sous licence à partir de 20 $ qu'on a accès à tout ça. 20 $ par mois. Donc, ça devient vraiment un outil super intéressant pour commencer un virage numérique. Ça fait partie des outils qu'on a fait inclus dans le processus d'expérimentation tant du côté de l'Ontario que du Nouveau-Brunswick. On a réfléchi à quels sont vos besoins. Je sais que Jeanne-Mance et Patrick du côté de Sudbury ont aussi testé les projecteurs holographiques dans le cadre d'expositions, entre autres, qui ont trouvé ça vraiment intéressant. Donc, c'est de s'adapter, voire les amener à discuter des projets numériques, des outils numériques qu'ils utilisent, puis de les mettre dans leur réflexion aussi. Ça fait partie de toute notre approche d'accompagnement, de laboratoire, de test aussi. On a testé la reconnaissance vocale aussi du côté de Moncton et j'adore donner cet exemple-là, Jeanne-Mance, parce que la collègue de Jeanne-Mance, Sophie, a testé la reconnaissance vocale avec un de nos outils avec beaucoup d'ardeur et d'acharnement parce que ça ne fonctionnait pas.
et ça ne fonctionnait pas parce que l'outil ne reconnaissait pas son accent. Donc, il y avait certains mots qu'elle prononçait, que si c'était un homme qui le prononçait, ça déclenchait, mais pas si c'était elle. Donc, ça nous a aussi permis de dire, attends, là, il faudrait améliorer telle fonction parce que ça fonctionne pas dans certains contextes. Donc, c'était un apprentissage des deux côtés aussi, là, ce type d'expérimentation-là, de voir dans leur contexte à eux, c'est quoi leur réalité, puis comment ces outils-là peuvent s'adapter ou ont à s'adapter, en fait, hein, comment on peut modifier nos pratiques. Puis le deuxième volet, c'était ce souhait-là de travailler ensemble, les 4 institutions, dans le but de produire une exposition conjointe qui va être virtuelle sur nos réalités respectives. Et rapidement, le thème de l'agriculture est ressorti pour 2 raisons. En fait, c'est une collection très, très importante du côté du musée acadien au niveau des outils agricoles, au niveau de cette thématique-là. Et c'est la même réalité au côté du musée Pop, qui a une énorme connexion au niveau de tout ce qui est agriculture, outils d'agriculture. C'est vraiment impressionnant. Et du côté du musée, pas du musée, mais du Centre franco-ontarien de folklore, eux sont plus dans l'histoire orale, mais ils ont beaucoup d'entrevues qui racontent ces pratiques-là de canage, par exemple, ou de tissage, ou tout ce qui était fait au niveau rural avant dans les communautés francophones là-bas. Donc, ça vient enrichir vraiment le contenu de cette exposition-là. Donc, on travaille en parallèle pour arriver à avoir un tout, de montrer les comparatifs, puis surtout les liens, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de similarités dans ces approches-là. On est loin, mais on n'est pas si loin que ça, là, finalement. Quand tu dis exposition virtuelle, est-ce que vous avez déjà choisi? Est-ce que ça va être du type réalité augmentée? Est-ce que ça va être sur un site web dédié? On va y aller très simple. On va tout simplement passer via cette fameuse plateforme de CultureGo pour avoir des comparatifs. Donc, via cette application web qui pourra être reliée sur les sites respectifs des partenaires. Puis, pour ceux qui auront un volet exposition in situ, pourront, avec de l'affichage, relayer vers cette plateforme-là avec les codes QR. Donc, on est allé vraiment vers une approche très simple pour 2 raisons. Des raisons budgétaires, c'est toujours le nerf de la guerre, mais aussi des raisons de ressources humaines, puis le temps qu'on avait là, pour produire. Ceci dit, l'idée, c'est d'avoir une première expérience, puis de se lancer là-dedans, puis de voir les possibilités pour la suite. Excellent. Est-ce qu'il y a déjà des échéances là qui sont prévues? On termine en juin 2023. OK. Donc, on a déjà des dates pour l'exposition. Donc, vous allez pouvoir voir ça d'ici 6-7 mois. Là. Il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. Anne, je te prie, monte sur scène ou viens proche des micros. Ouais, super. Et il faut quand même que tu ouvres ton micro. Oui, je pense que c'est juste ça qui manque. Ouais. Ça prend un petit temps avant d'embarquer. Me voici. Super, bravo. Bonjour. Brièvement, juste me présenter, Anne Brochu-Lambert. Je suis présidente d'un organisme qui s'appelle Conseil culturel François. Bon, ma caméra ne veut pas s'ouvrir. Désolée. Ah, voilà. Et me voici. Alors, bonjour. Bon, cet organisme, c'est un rayonne provincialement. On s'occupe à la fois d'organismes, d'associations culturelles et de centres culturels. Donc, on a un réseau de diffusion de programmation de tout acabit. On rayonne aussi dans les écoles. On a un volet scolaire et on a aussi le mandat de la professionnalisation et de la diffusion, promotion, rayonnement des artistes, toutes disciplines confondues. Bref, très ambitieux. On fait ça depuis plusieurs années. On va fêter notre 50e. Tout ça pour dire, j'ai des partenaires auxquels je pensais quand vous avez parlé de vos exemples, parce qu'on a des partenariats très étroits, entre autres avec la Société historique, qui a des enjeux de valoriser des collections de tout petits musées dans des petites communautés francophones. Et on sait à quel point
si on était capable de faire ça, ça donnerait même un coup de pouce économique dans la communauté, ça revitaliserait les activités en français, hein, plein d'avantages. Un autre partenaire auquel je pensais aussi, c'était la maison d'édition de la Nouvelle Plume, quand vous avez parlé du Salon du Livre. Bon, il n'y a plus de Salon du Livre, en tout cas, forcément avec la pandémie, là, mais c'est une expérience qui s'est essoufflée avec le temps. Puis là, je me disais, peut-être qu'il y aurait un potentiel. Alors, ma grande question, c'est, j'étais capable de voir comment vos expériences pourraient intéresser soit le CCF, soit ses partenaires. Et comment on fait pour casser la glace? Est-ce qu'on vous contacte et on vous dit, voici nos enjeux et vers quoi on pourrait s'enligner? Et ensuite réfléchir à un montage financier, parce que ça, c'est comme vous dites. Exactement, c'est tout à fait ça. Je dois dire que je vais avouer, là, je connais mieux les enveloppes financières du Québec que celles de vos provinces respectives, mais à deux, on est plus fort. Et à plusieurs, encore plus. Un peu la façon dont on a fait avec les collègues au Nouveau-Brunswick et du côté de l'Ontario. En fait, c'est une enveloppe québécoise qui finance ce partenariat-là avec les relations avec la francophonie canadienne, qui n'est pas énorme, mais des fois, ça peut donner un premier coup de pouce à élaborer un projet puis à réfléchir à un projet. Mais oui, c'est de la façon dont on fonctionne. On mise beaucoup sur la co-création en général, mais la collaboration, c'est vraiment notre approche dans tous nos projets. Tous nos laboratoires vivants, on le fait de la façon dont vous le décrivez. C'est-à-dire que, et parfois c'est un guess, là, si je pense au Salon du Livre de Trois-Rivières et à l'Orchestre symphonique, on a déposé conjointement une demande. Donc, tout le temps que moi j'ai mis à la rédaction de ces demandes-là, que c'est moi qui les ai rédigées, ben c'est un pari. Oui, c'est ça, OK. Un pari, mais faut voir comment on peut fonctionner selon les possibilités chez vous puis votre réalité à vous. C'est sûr que oui, des fois on fait des paris, mais il faut qu'on ait quand même une évaluation des risques là-dedans, dans le sens où c'est de comment arrimer le tout, mais parfois il y a des premières enveloppes qu'on peut aller chercher pour l'accompagnement avec le Conseil des arts du Canada. Ça c'est vraiment avec Pulsion, là, cette enveloppe-là, c'est vraiment de l'accompagnement qu'ils financent. Ça peut être super intéressant pour démarrer ce type de réflexion-là. Nous, on a travaillé avec Pulsion, avec une maison d'édition ici à Trois-Rivières qui a financé notre accompagnement, puis avec un théâtre de marionnettes aussi. Puis, est-ce que tu conseilles, pour les premières démarches de chercher des financements, est-ce que commencez pas trop gros en se disant, OK, on pourrait déjà monter un prototype? C'est-à-dire, quand tu parles d'évaluer le risque, c'est évaluer l'implication, de faire une grosse demande où tu pourrais avoir une déception et donc tu ne fais rien, mais alors peut-être chercher un financement, je dirais plus basique, ou en tout cas qui ne demande pas de temps. Oui et non. Évaluer le risque, je me parle à moi-même parce que je suis toujours super enthousiaste pour partager des projets, mais il faut que je dose aussi selon. En fait, la première étape, c'est qu'on s'assoit ensemble puis qu'on regarde c'est quoi vos besoins. Puis après ça, on va pouvoir cibler une première enveloppe ou phaser le projet. Ça, c'est du temps qui me fait toujours plaisir d'offrir en collaboration. Puis selon les possibilités, ben là, on regarde ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller pour vous aider en attendant d'avoir du financement, là. OK, excellent. Je vais me faire un plaisir de vous mettre en relation toutes les deux. Voilà. Oui. Notre but, c'est d'aider. Notre but, c'est d'aider que ça se réalise, mais on est un OBNL, fait qu'il faut aussi que je trouve un équilibre. Oui, je comprends. Ben, on est dans ça aussi. Voilà. Les partenaires dont je vous parle, bon, la Société historique est un petit peu plus étoffée en tant qu'équipe, mais son mandat est énorme. Puis les éditions, c'est une directrice. Oui, ben on travaille beaucoup avec des petits organismes aussi, puis c'est des réalités qu'on comprend bien, mais c'est de trouver aussi des gens qui veulent le faire avec nous ou qui attendent pas qu'on le fasse aussi. Puis je critique pas du tout, là, c'est juste dans notre discussion de comment on le travaille ensemble, c'est une collaboration. Ouais. En tout cas, je peux imaginer au moins un rendez-vous pour si vous avez envie de vraiment d'explorer puis de voir quel appétit ses partenaires. Moi, je suis capable de voir où ils pourraient aller, mais c'est à eux.
Oui, c'est ça, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais oui, avec grand plaisir. Je pense que la première étape, c'est qu'on s'assoie ensemble, qu'on fasse un portrait des besoins, puis qu'on voit les opportunités pour cette réalisation-là. Oui. Puis qu'on voit avec les moyens respectifs aussi comment on peut naviguer, puis jusqu'où on peut aller dans des premières phases. Oui, et je dirais en conclusion que tout le monde est conscient qu'on doit prendre un virage numérique et le comment est parfois mystérieux pour certaines entités. Et où parfois, il y a des voies qui sont ouvertes, mais le plein potentiel n'est pas développé. Et là, ça prend des gens qui ont une expertise qui peuvent, avez-vous pensé à ça? Avez-vous imaginé ça? On a réalisé. Alors, c'est pour ça que je trouvais vos projets pilotes, vos projets exemplaires, en fait, très animants, parce que je me dis, moi, je vois qu'on pourrait attacher des ficelles avec des choses qui ont déjà été entreprises. Ben oui, tout à fait. Puis c'est un peu l'objectif de le mettre en place. Puis je vais tendre la perche du côté de Sven, avec la bande numérique, il y a quand même des projets, des montants pour l'accompagnement que vous pouvez peut-être aller chercher là. Absolument. Avec la Fédération culturelle. Donc, il y a ça aussi qui serait à explorer. Mais ça va faire plaisir. C'est le type de projet que j'aime bien. Excellent. Alors, Sven, on échange les coordonnées. Merci. On va faire des échanges de cartes d'affaires virtuelles avec plaisir. Voilà. Merci, Anne. Non, puis ce que je trouve intéressant, Claudine, c'est ce que tu rappelais, c'est qu'à un moment donné, est-ce que tu te lances dans une grosse affaire virtuelle de site web à 150 000 ou tout d'un coup tu bénéficies de tes propres licences, de ce que tu as bâti, qui te fait réduire tes coûts sur les prochains projets. Donc, parce que c'est clair que les investissements numériques en francophonie canadienne sont pas du tout les mêmes qu'au Québec. Donc, c'est comment on arrive à arrimer des réalités entre des besoins et des réalités, puis des financements. Oui, puis le Conseil des arts du Canada, la nouvelle mouture est beaucoup moins généreuse que la mouture précédente. Ouais. On se cachera pas, là. Ouais. Fait que c'est un programme qui est super intéressant, qui essaie de formater pour aider le plus de gens possible aussi, qui est une excellente idée, en fait. C'est ce qu'on souhaite. Mais ça fait en sorte qu'on a peut-être moins de marge de manœuvre pour réaliser des projets qui sont plus ambitieux, peut-être. Donc, le phaser, voir l'appui des fondations aussi, on y pense pas toujours, là, mais ça peut être intéressant à l'explorer. Je prends des notes. Est-ce que parmi notre public, il y a d'autres personnes intéressées à poser des questions ou voir un partenariat possible ou une réflexion sur comment budgéter tel ou tel projet? Des projets à mettre sur la table. Des projets tablettés à réactiver, par exemple, avec l'aide de l'accélérateur TADA. Voilà. Je pense qu'on a... C'est trop clair, je pense. Ouais, mais écoute, à savoir, je veux juste prévenir le public de toute façon que cette session a été enregistrée, donc on va se faire aussi un plaisir de la rediffuser certainement avant les fêtes ou juste après pour faire circuler toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui, Claudine. Et puis, de toute façon, moi, je continue de travailler en relation et réseautage. Et là, on a vu que du côté du Conseil culturel françaisquois, oui, il y a peut-être des joueurs potentiels. Donc, c'est vraiment tout le but de ce type de présentation et de relations aujourd'hui. Je suis en Saskatchewan encore. J'ai travaillé quelques temps en Alberta, mais pas en Saskatchewan. Alors, bon. Plaisir. C'est ça. Le DJ Hub. Oui. Le DJ Hub s'étend sur tout le pays. C'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite, ce dîner causerie. Pour certains, c'était plutôt l'heure du café. C'est vendredi. Pour certains, c'est déjà le vendredi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous recontacter. On fait circuler les informations auprès de tout le réseau. Et Claudine, merci encore pour cette présentation hyper complète et c'est vraiment très intéressante. Ça fait grand plaisir. Si vous avez des questions, je suis disponible par courriel, par téléphone aussi, là, au besoin. C'est toujours agréable d'échanger avec tout le monde. Je vais ajouter tes coordonnées dans le chat, d'ailleurs. Merveilleux. Merci pour votre écoute, puis au plaisir de se reparler, de rejaser à nouveau dans un autre contexte peut-être, qui sait.
Et alors, je vous invite à appuyer sur la touche F pour envoyer quelques confettis et quelques applaudissements. Excellent.